Hey, salut à toi. Est-ce que tu aimes les contenus courts, impactants, d'auteurs sérieux mais qu'on entend rarement? Si oui, tu es au bon endroit. Si tu veux un résumé du contenu qui arrive, rends-toi directement à l'introduction de la vidéo. Clique directement sur le chapitre dans la description là. Cher lecteur, avant d'aller plus loin sur la chaîne, sache que j'ai aussi ouvert un blog un peu particulier qui reprend la présentation audio que tu vas voir ici et que je te présente. Je t'encourage donc à faire un tour dessus, direction la page synthèse des lectures, pour que tu puisses t'approprier le contenu, somme toute sommaire, mais qui te permettra d'avoir, avec précision et en pas moins de 2 minutes, des informations précises et de qualité. Et tu peux même les copier-coller dans le bloc-notes de ton téléphone pour les ressortir à un dîner de famille. Si, tu vas voir, tu vas tous les impressionner. Tu m'en diras des nouvelles. Tu peux retrouver tout ceci en lien dans la description sous la vidéo ou en scannant le QR code qui va s'afficher là juste après, tu vas voir. Donc prépare ton téléphone. Maintenant que tu sais tout ça, je te laisse et je te souhaite une bonne écoute. Alors de quoi on parle concrètement? Dans ce chapitre 10, on apprend ce qu'on voyait déjà dans le chapitre 9. Que l'Africain noir était plus résistant aux conditions climatiques du Nouveau Monde. Une justification en plus. Que le clergé, notamment dans la zone ibérique, tout ce qui est l'Italie, le Portugal et l'Espagne, propagea une forme d'immoralité à l'encontre de la peau de l'Africain noir qui était non chrétien. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? On apprend que la malédiction de Cham fut d'ailleurs utilisée comme prétexte par la papauté et des siècles avant par le monde arabo-musulman. Ça, vous pouvez le retrouver dans mes autres vidéos sur la traite négrière. On mettra sur un piédestal le martyr Thébain, qui deviendra un saint en 1254. Plus tard, durant la traite, le clergé souhaitait toujours reconquérir le royaume de Jean en Éthiopie. Il faut savoir qu'en 1619, en Virginie, on pouvait voir des engagés blancs travaillant à côté d'Africains noirs. Excusez-moi, mais est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un, dans les bouquins d'histoire de l'école, parler de ça? Non, je ne crois pas. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Le rôle du clergé dans la traite atlantique négrière, partie 1. Commençons par dire ceci. Rien de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, et au-delà, ne mérite une quelconque clémence. Toutes les compagnies à charte, qu'elles soient publiques ou privées, l'ont fait par des mécanismes poussoirs ainsi que par appât du gain. D'ailleurs, la période de la guerre religieuse, cause de Luther, n'y est peut-être pas pour rien. Concernant la traite négrière atlantique, que narre l'auteur ici, la mortalité la moins élevée du monde, ainsi que la supportabilité de ce dernier était plus importante chez les Africains. Quoique pour la dernière, nous dit-il, cela fut plus le fruit d'une exagération des profiteurs qu'autre chose, malgré que du vrai y soit présent. Mais il est vrai, dit Allen Castro, le rapportant d'un décret royal datant de 1562, qu'employer de la main-d'œuvre africaine était plus efficiente, gare déjà présente à Madère, Sao Tomé ou encore les Canaries. Ce n'est pas moins de 100 000 Noirs qui furent transportés au cours du demi-siècle qui précéda Christophe Colomb. 100 000. À l'époque, c'est énorme. D'ailleurs, le premier navire à avoir transporté plus d'Africains que d'Européens fut du fait des Portugais. Sans oublier l'obsession pour les Espagnols de la pureté du sang, réaction à l'assimilation des, je cite, conversos d'origine maure. Ainsi, les Ibériques auraient commencé tôt leur ressentiment envers l'Africain noir, bien plus en contact qu'avec l'Européen du Nord. L'expansion anglaise de l'époque, sa marine lui permettait de côtoyer plus facilement par exemple que la France, qui a dû attendre Richelieu et plus encore pour voir le renouveau d'une marine efficiente. Ce côtoiement, ainsi que les racontars qui s'ensuivirent, le poussèrent à désigner l'Africain noir non chrétien comme étant anthropologiquement lié à l'immoralité par sa couleur de peau. Rappelons d'ailleurs, par parallélisme à ce que dit l'auteur, que la malédiction de Cham fut utilisée par le monde musulman bien avant que les Européens s'en saisissent pour justifier la traite des Noirs. Le lien s'établit par la représentation de l'Afrique ainsi que des Africains en Europe, où la politique ainsi que la papauté utilisent. Dans sa posture spirituelle et temporelle, l'Église espérait, nous narre l'auteur, rallier le fabuleux royaume éthiopien du prêtre Jean. On peut même apercevoir à Magdebourg des traits négroïdes chez le martyr Thébain, que Dieu le garde, qui devint un Saint-Germain en 1254. Les premiers Noirs débarqués à Jamestown en 1619
350 ans plus tard, ont œuvré aux côtés du blanc comme travailleurs sous contrat. D'autres en Virginie avaient le même statut que des engagés blancs. D'autres détails sur la Virginie sont dans le livre page 81 que je vous laisserai consulter. L'institutionnalisation d'un code de loi en Virginie, visant à réglementer l'esclavage, est le résultat de la cristallisation des sociétés coloniales. La France suivra 5 ans après la Virginie, en 1685, en légiférant à son tour. En somme, l'esclave noir n'était jamais réellement affranchi. Nous étions donc plus sur une forme de servage évolutif. Au sens évidemment d'un esclavage sans l'entière chosification de l'homme en tant que tel. Voilà, il n'est pas réduit à néant, quoi. À côté de l'homme blanc, l'une des grandes différences fut celle de leur traque, en cas de désobéissance, et aussi de leur valeur extra-monétaire auprès de leurs esclavagistes. Patron, si l'on veut un terme plus moderne. Voilà. Vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo. Et pour ma part, je vous souhaite à plus tard pour un nouveau chapitre, et à bientôt sur mes lectures.